Bonjour à tous, merci d'être venus. Je crois que la salle est complète. C'est ce que j'ai cru remarquer quand j'ai proposé à des gens de venir, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc merci de venir pour cette table ronde IA pour l'éducation, la formation. Alors on a un très beau panel ce matin. Pierre-Yves, directeur de recherche et spécialisé sur les thématiques IA à l'INERIA. Alors un point maintenant avec Pierre-Yves qui est le représentant de la recherche dans cette table ronde. Alors vous, à INRIA, vous travaillez donc sur la question de l'éducation, vous travaillez sur la question de l'IA au cœur de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous positionnez là-dessus et peut-être aussi dans quelle mesure vous travaillez avec des tech et sur quoi vous travaillez? Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc je dirige une équipe de recherche qui est à la croisée entre l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Donc mon équipe, elle est vraiment interdisciplinaire. J'ai la moitié de gens qui viennent, on va dire, de sciences dures, et puis la moitié qui sont des psychologues ou des gens qui font des neurosciences. Et on s'intéresse à quelque chose qui est extrêmement important dans les apprentissages, c'est la curiosité, l'esprit critique. La curiosité, on sait que quand un enfant ou un adulte apprend dans un état de curiosité, il va beaucoup mieux mémoriser, il va beaucoup mieux comprendre. On sait aussi que le degré de curiosité au cours de l'enfance est un prédicteur très important de la réussite scolaire et même de la réussite professionnelle. Mais par contre, jusqu'à très récemment, on comprenait extrêmement mal les mécanismes cognitifs de la curiosité. Et puis par ailleurs, on observait aussi que dans les classes aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de dispositifs pédagogiques qui sont là pour muscler la curiosité, alors qu'on sait que c'est extrêmement important. Et donc avec mon équipe, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on a développé d'abord des avancées fondamentales dans la compréhension de la curiosité. Et pour faire ça, en fait, on a développé des modèles qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle qui nous ont permis de comprendre mieux comment ça fonctionnait. Et puis, au fur et à mesure qu'on comprenait mieux, par exemple, une des idées dont on s'est aperçu au cours des années, c'est que le cerveau appréciait beaucoup les activités d'apprentissage pour lesquelles il s'aperçoit qu'il fait du progrès en apprentissage. C'est intéressant parce que c'est le thème de cet événement BPI cette année, c'est le progrès. Et en fait, quand le cerveau s'aperçoit qu'il fait du progrès, il y a les circuits de la dopamine qui s'activent et il y a du plaisir. Et donc, à partir de là, on s'est dit, mais comme on comprend un tout petit peu mieux comment ça fonctionne, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de transposer ces connaissances nouvelles dans des applications éducatives? Et donc, on a commencé à travailler à plusieurs projets en particulier à développer des algorithmes, par exemple, dans des logiciels d'aide aux apprentissages qui allaient essayer de personnaliser des séquences d'exercices qui étaient optimalement adaptés à l'apprentissage pour chacun des élèves, c'est-à-dire qui allaient leur provoquer le plus de progrès possible. Et donc d'abord, on a d'abord beaucoup travaillé à faire des prototypes, à travailler avec les enseignants en Nouvelle-Aquitaine, où on a fait des expérimentations de relativement grande échelle et où on s'est attaché à véritablement utiliser des outils de psychologie pour vraiment comprendre les impacts, pas simplement sur l'efficacité de l'apprentissage, mais vraiment sur la motivation. Parce qu'au final, ce qui est encore plus important quand un enfant utilise un outil EdTech d'apprentissage, c'est pas tellement qu'à la fin de la leçon, il a un tout petit peu mieux compris la leçon, mais qu'il ait envie de poursuivre par lui-même, et même en dehors du système EdTech, à apprendre ces choses-là. Et donc on a eu des résultats extrêmement encourageants et c'est ça qui nous a amené ensuite à commencer à collaborer avec des entreprises du monde EdTech. Et donc il y a maintenant 6 ou 7 ans, on a commencé à travailler par exemple avec l'entreprise Evidence B qui développait des systèmes tutorés intelligents. Et donc les logiciels les algorithmes de personnalisation qu'on avait développés, on les a transposés dans par exemple un logiciel qui s'appelle Adaptive Math, qui a été l'un des systèmes d'un P2IA pour le cycle 2 il y a quelques années. C'est aussi par exemple les mêmes algorithmes qui sont aujourd'hui utilisés dans le système MIA seconde qui est en cours d'expérimentation pour la seconde. Et donc ce sont des systèmes qui en fait peut-être certains d'entre vous connaissent ces logiciels, ils en ont entendu parler récemment, mais sur lesquels on travaille vraiment depuis 15 ans, 20 ans. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas simplement des avancées technologiques, c'est surtout une avancée sur la compréhension fondamentale du cerveau et aussi sur la manière dont on peut inscrire cette compréhension dans des personnalisations qui, dans le contexte de la classe, vont avoir l'effet visé.
Un autre exemple, juste rapidement pour dire le genre de projet sur lesquels on travaille, c'est qu'on s'intéresse à comment est-ce qu'on peut directement muscler la curiosité, par exemple, en entraînant les enfants à poser des questions curieuses. Et donc on a développé tout un tas d'exercices qui font travailler ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est la capacité du cerveau à savoir ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, à comprendre ce qu'il comprend ou ce qu'il ne comprend pas. Et en fait, il n'y a aucune activité dans l'activité des profs de tous les jours qui est faite pour faire ça. Rien que le fait de poser des questions curieuses, ça ne fait pas partie de la situation d'apprentissage classique. Ce sont plutôt les enseignants qui sont en position de poser des questions et les élèves se retrouvent souvent en position d'être évalués en ayant d'ailleurs peur de ne pas savoir répondre à la question. Alors qu'un élément fondamental, c'est d'apprendre à être confortable avec l'incertitude, confortable avec l'erreur. Et donc, il faut les amener dans des scénarios d'apprentissage qui vont faire travailler toutes ces composantes. Et donc, on a par exemple, alors, dans le cadre d'une thèse CIFRE avec Évidence B récemment, développé une approche pédagogique qui met en œuvre un petit agent conversationnel qui d'ailleurs utilise un système d'IA générative en arrière qui permet de faire travailler les élèves ce genre de compétences. Merci Pierre-Yves. Oui, juste pour compléter, en fait, c'est vrai que l'avantage des systèmes d'IA générative abaisse le niveau technique dont on a besoin pour utiliser, mais en même temps, ça veut dire aussi que peut-être que les enjeux de formation ne sont pas tellement des enjeux de formation technique, mais des enjeux de formation en termes de comprendre les enjeux culturels, démocratiques, sociétaux de l'utilisation de ces systèmes-là. En fait, tous les systèmes d'IA génératifs, il faut garder à l'esprit que ce sont d'abord des outils de transmission culturelle. Et donc, ce sont des outils qui encodent les régularités culturelles des corpus de textes, d'images, de vidéos qui ont été utilisés pour les servir. Et ça veut dire que quand on va poser une question sur un sujet, par exemple géopolitique, eh ben, la manière de répondre à cette question-là va dépendre du corpus d'entraînement. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une certaine compréhension high level de ce système-là pour être capable d'interpréter et de faire les bons choix de navigation. Et ça, c'est probablement plus important, par exemple, que d'apprendre à prompter. Vous questionnez Pierre-Yves sur vous, donc INRIA, peut-être qu'est-ce que vous avez en termes de feuille de route de travail sur l'IA générative dans l'éducation, ou quel est l'angle qui vous paraît le plus intéressant aujourd'hui sur lequel vous travaillez et qui est intéressant à partager à l'audience aujourd'hui? Oui, merci. Alors, il y a déjà deux angles majeurs. Il y a un premier angle qu'on a commencé à évoquer qui est celui de l'éducation à l'IA générative. Qui, de mon point de vue, est celui qui est le plus urgent et le plus important. Et donc, on développe un certain nombre d'outils qui permettent à tout le monde, sur toutes les tranches d'âge, de mieux comprendre. Donc, par exemple, on parlait du livre, mais on a aussi fait une série de vidéos qui s'appelle ChatGPT expliqué en 5 minutes, qui est une série de vidéos qui vise vraiment d'expliquer les mécanismes et les enjeux, et qui est en licence Creative Commons. Donc ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser comme il veut sans nous demander l'autorisation. Donc c'est vraiment fait pour contribuer à cet effort-là. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une autre chose qui est la question de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser un certain nombre de ces outils pour aider à apprendre des maths, du français ou à aider à stimuler la curiosité. Il y a un petit peu deux grandes approches qui sont considérées aujourd'hui. Il y a une première approche qui est celle auquel intuitivement beaucoup de gens vont penser, qui est celle d'essayer de fabriquer des sortes de tuteurs avec lesquels on va discuter de manière totalement naturelle et qui, au cours de la discussion, vont proposer des exercices, des explications, des feedbacks. C'est par exemple un système qui a été expérimenté de ce type-là récemment, c'est Khanmigo de la Khan Academy, qui est fait en collaboration avec OpenAI. Alors, c'est intéressant, mais ça pose plusieurs questions. La première question que ça pose, c'est que les grands systèmes d'IA génératifs qui existent aujourd'hui n'ont pas du tout été entraînés pour avoir une interaction pédagogique avec des élèves. Ils ont été entraînés sur des bases de données absolument gigantesques, mais dans ces bases de données, il y a extrêmement peu de données qui sont des interactions entre des tuteurs et des élèves de différents niveaux, extrêmement peu. Hein. Même les bases de données sur ce type d'interaction, même dans le monde académique, elles sont extrêmement rares, pour des raisons éthiques, légales, de collecte, etc. Ce qui fait que, par exemple, quand un élève va utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs de maths, ChatGPT va lui donner tout de suite la réponse, au lieu de faire un effort pour le guider, lui donner des indices pour que ce soit lui, l'élève, qui fasse l'effort. Donc ça, il y a un manque de perspective pédagogique et il y a vraiment, littéralement, un enjeu. La deuxième chose, c'est que ces grands systèmes d'IA génératifs consomment beaucoup d'énergie. Et donc, ça pose des enjeux environnementaux.
Quand on pose, par exemple, une cinquantaine de questions à ChatGPT, ça consomme 1 demi-litre d'eau à peu près. Bon, c'est une estimation grossière. Donc si on commence à imaginer que tous les élèves du monde vont en permanence utiliser un truc comme ça pour n'importe quelle petite question scolaire, bah là, ça pose un véritable problème environnemental et c'est peut-être pas la direction dans laquelle on veut aller. Par contre, il y a d'autres usages qui sont peut-être plus pertinents pédagogiquement et aussi plus frugaux. Donc, par exemple, on disait tout à l'heure, il existe déjà depuis longtemps tout un tas de logiciels, de systèmes tutorés intelligents avec des techniques d'IA plus anciennes mais tout à fait efficaces. Et ces systèmes-là, il ne faut pas les jeter à l'eau. Ils ont plein d'avantages, mais ils ont aussi des limites. Par exemple, une limite, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'ils soient efficaces, il faut littéralement écrire à la main des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'exercices. Et en fait, c'est très important au départ que des enseignants définissent le type d'exercice, donnent des exemples. Mais par exemple, une fois qu'on a fait des exercices sur des fractions qui parlent de pizza ou de camembert, d'en faire 50 versions différentes, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant pour un enseignant. Donc là, par exemple, c'est un exemple d'usage qui peut être extrêmement utile. Et en même temps, ici, là, on ne va pas avoir besoin de faire beaucoup de requêtes à un système d'IA générative. Un autre type d'usage, c'est par exemple s'intéresser aux beaucoup plus petits modèles. Donc, ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Models, qui sont beaucoup plus frugaux, et de les entraîner pour des tâches spécifiques. Donc, par exemple, dans un système tutorat intelligent, à un moment donné, parfois les élèves vont faire des erreurs un peu spéciales, et ce qui serait intéressant, c'est de leur donner des indices très personnalisés. Tu veux rebondir ? Donc là, c'est une tâche assez précise, et on peut essayer de construire des datasets et des approches qui vont entraîner des tout petits modèles spécialement pour ça. Et là, dans ce cas-là, ça va être à la fois plus pertinent pédagogiquement, mais aussi plus frugal. Donc voilà, à mon avis, ça, c'est des voies qui sont peut-être prometteuses.